t'en es à te dire ça marche pas, ça me dérange, etc. Ça veut dire que t'as encore un regard critique sur ton travail et que t'es prêt à t'améliorer, tu vois. Ces gens-là, tu peux les rallier à ta cause et c'est une force, je pense. Parce qu'après, t'as les gens, tu vas avoir des gens, c'est des opposants, mais qui sont déjà blasés, mais trop, tu vois, ils diront plus rien. Bon, ceux-là, c'est pas ceux avec qui il faut passer plus de temps. Ils finiront par se rallier un peu plus tard en voyant que les autres s'y mettent aussi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le Déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on vous partage les cas concrets d'application du Lean dans l'industrie. Des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous les mêmes objectifs, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du Déclic du Lean. Aujourd'hui, je suis avec Laura. Salut Laura. Salut. Comme tu as déjà écouté des épisodes, tu sais ce que je vais te poser comme question. Ouais. C'est un peu ma question favorite. Comment ça va vraiment, Laura ? Écoute, ça va super, comme du côté pro que du côté perso. On est sur un petit début d'année assez sympa, avec pas mal d'objectifs, des challenges, mais donc ça présente de bon augure pour la suite. Donc, voilà. Ça c'est cool, ça. Les objectifs début d'année, ça motive. Ouais. Je sais pas par quoi commencer. En vrai, les débuts, c'est toujours je trouve que les débuts, c'est toujours les plus durs. Moi, j'aime bien quand mon cerveau il est en train de se mettre en place. Mais on va commencer direct avec un sujet dont on a parlé. Je suis content qu'on en parle pour une fois. La différence qu'il peut y avoir entre ce que tu apprends à l'école, ce que tes chers professeurs, on les embrasse tous et toutes, te disent, et puis la dure réalité de la vie et du terrain. C'est quand même fou, cette différence-là, et je pense que ce serait cool qu'on en parle. Ouais. Et concrètement, pour directement rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire que du coup, je suis sortie d'école, moi, ça va faire 3 ans. Et concrètement, moi, je me suis rendu compte que j'avais des cours d'amélioration continue, parce que j'ai fait une école d'ingénieur agroalimentaire général. J'avais des cours d'amélioration continue. Et donc, j'ai peut-être pas suivi très assidûment, concrètement, parce que, comme tu l'as dit, les profs nous apportent des choses. Et moi, je me suis rendu compte que concrètement, j'avais jamais rien compris à l'amélioration continue. Enfin, si tu veux, pour moi, c'était des grosses théories qu'on nous balançait. Et puis, mais en fait, ça s'implémente comment dans la vie de tous les jours ? Déjà, t'es en école, tu sais même pas ce que c'est vraiment une usine. Parce que bon, ok, on a des stages, tout ça, mais moi, je fais partie des gens qui ont fait, tu vois, j'ai fait mon stage, le stage opérateur qui est obligatoire en usine. Ça, je l'ai bien fait en usine, mais bon, c'est 4 semaines où t'es sur ligne en soi, donc t'apprends pas non plus, tu découvres pas toute une usine comme ça. Et ensuite, moi, mes autres stages, mon stage de 2e année de 2 mois, je l'ai fait en recherche fondamentale, et mon stage de fin d'études, je l'ai fait en process, mais en R&D. Donc, en soi, j'étais un peu quand même détachée, si tu veux, de la prod pure. Donc, je l'ai découvert vraiment par la suite dans mes expériences pro, quoi. C'est fou, ça. T'as dit, quand on m'a expliqué ce que c'était le Lean, en fait, j'avais pas compris. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que t'avais pas compris ? Quand je suis arrivée le 2e jour à mon premier boulot. Le poste, en fait, si tu veux, le poste, il s'intitulait coordinateur, méthode, process, amélioration continue. Moi, quand je sortais d'école, j'étais spécialisée en process industriel, donc tout ce qui était un peu production, plus, on va dire. Et moi, ce qui me bottait, c'était les machines, quoi. Moi, je voulais faire de la machine. Donc, quand j'ai vu cette offre, qui était dans un gros groupe laitier, donc c'était assez intéressant aussi, je me suis dit, je veux postuler et je le veux, le boulot, tu vois. Il va y avoir de la machine, ça va être ouais, cool. Voilà. Mais il y avait une partie amélioration continue. Donc là, je me suis dit, tu vois, préparation de l'entretien d'embauche, tu te dis, faut quand même tout préparer. Donc là, je ressors mes cours, tu vois, parce que forcément, tu vas pas arriver sans rien connaître. Et vu que j'avais pas retenu forcément grand-chose à l'école parce que j'avais pas compris, j'avais pas de sens en fait derrière ça. Ouais, pas facile de retenir quand tu pratiques pas en même temps. Non, pas du tout. Et puis surtout quand c'est pas concret pour toi, tu vois. Moi dans les cours, il y avait des mots déjà que j'ai jamais réentendus depuis. Et quand on me disait, toi, on va faire un jeu de rôle, toi tu vas jouer le contremaître. Alors, excuse-moi, voilà, je veux dire, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je bosse en usine, j'ai jamais entendu ce mot-là, et encore heureux, je me rends compte que c'est pas du tout la réalité. Mais donc, j'avais potassé un petit peu, toute la théorie pour arriver à l'entretien d'embauche et voilà, et montrer que j'étais la personne qu'il leur fallait et que j'étais calée en amélioration continue, tu vois. Sauf que c'était pas le cas, mais c'est passé, et j'ai eu le boulot.
Et en fait, j'ai eu énormément de chance, c'est que dans cette boîte-là, donc il y avait une partie vraiment aussi process sur les machines et tout, et j'étais en accompagnement de la mise en place de l'amélioration continue sur le site. Ok. Donc déjà, t'étais en accompagnement, c'était pas toi Ouais, voilà, qui c'est ça. Et en fait, c'est là que ça a été génial parce qu'on était en plus accompagné par un groupe conseil extérieur qui était super, qui s'adaptait vraiment bien à nous, enfin à nos besoins dans notre usine, tout ça. Et c'est là que j'ai tout appris et j'ai eu de la chance, c'est que la société où j'étais m'a offert la chance de pouvoir participer à une formation Green Belt sur 1 an. Donc, enfin voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le Lean et là j'ai totalement accroché. Et je voulais plus faire que ça. Donc, le côté machine, tout ça, je me suis dit, tiens, on peut mêler les deux en fait, parce que du coup, quand tu fais du lean, t'as pour but d'optimiser un peu tout, donc tu optimises aussi les machines. Donc, tu restes aussi sur le côté machine, mais il y a plus que ça, tu vois. Enfin, au moins, ça donne du sens et tu joues un rôle dans l'atteinte des objectifs globaux d'une entreprise, quoi. Tu sais pourquoi tu fais les choses et c'est ça qui est intéressant. Enfin, t'as vraiment du sens. Et je pense que c'est un peu ça, l'essence même du lean, c'est de donner du sens. Et malheureusement, c'est beau, ça. Les cours d'amélioration continue que j'ai eu et que j'ai pu en discuter avec des anciens camarades de promo, tout ça, c'est vrai qu'ils n'avaient pas vraiment de sens parce que c'était en salle, on te parle de trucs comme ça, tu sais déjà pas ce que c'est une usine et on te dit alors voilà, moi je me souviens que j'ai dû rendre un travail sur le TRS. On a dû rendre non mais attends, mais on a dû rendre un espèce de dossier, tu vois, sur le TRS en groupe et tout, en anglais. Alors super, c'était la petite subtilité, c'est que c'était en anglais, donc tout de suite ça fait très... Attends. Parce que déjà, on rigole là, on s'amuse bien. Tu viens de dire un mot, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas encore. Il n'y a pas de honte, il n'y a aucun souci. Vous avez le droit de travailler en usine et de ne pas savoir ce que c'est le TRS. Laura, qu'est-ce que le TRS ? Et ça, tu vois, j'ai bien écouté à l'école, et donc c'est le taux de rendement synthétique. D'accord, ok, donc du coup, ça veut rien dire, et du coup, c'est quoi ? En gros, c'est comment j'analyse ma productivité dans mon usine. Enfin, c'est-à-dire, c'est un taux, donc c'est un calcul ? Comment tu le calcules ? Ça va être par rapport à tes temps d'ouverture. Enfin, concrètement, ça représente combien de temps je suis ouvert, combien de temps je peux produire dans mon usine, et concrètement, dans les faits, combien de temps j'ai produit, enfin, combien de temps j'ai été productif, efficace. Et voilà. Et donc ça te donne un taux. Et enfin, là, c'est très grossier, parce que justement, on a quand même rendu un dossier là-dessus. Donc il y a du fond, il y a beaucoup de théories dessus. Mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qu'on aurait peut-être dû nous dire en premier. Mais c'est quand même un bel outil, le TRS, d'avoir appris ça à l'école, parce que je connais beaucoup d'usines qui cherchent à en faire, qui s'y sont mis depuis quand même de temps. C'est quand même un super outil, le TRS. C'est un super outil. Est-ce que tu connais 2 usines qui utilisent le même calcul de TRS ? Je connais aucune usine qui utilise les mêmes calculs de TRS parce que en fait, c'est, tu sais, moi je pense que quand tu calcules ta performance, il y a un moment donné, t'as besoin, tu sais, t'as besoin d'être motivé. Et donc, il faut que tu ailles chercher aussi un chiffre et une méthode de calcul qui fait que tu vas montrer des défauts, mais que tu vas quand même énergiser les équipes. Parce que quand tu calcules un vrai TRS au sens littéral et que tu te rends compte que ton usine, en fait, elle a un TRS de 20%, c'est-à-dire que elle ne produit que 20% du temps des pièces bonnes, là, du coup, ça fait mal, quoi. Donc, tu le transformes un peu au début parce que c'est trop dur à accepter, quoi. Moi, je comprends. Et surtout que moi je suis quand même dans un métier l'agroalimentaire où les TRS, quand on les calcule très bien, enfin je sais, j'ai des amis qui travaillent dans des grands groupes et effectivement ils utilisent les bons calculs théoriques, on va dire, qui s'appliquaient déjà plutôt à l'automobile à l'époque ou à des industries où c'est un peu plus, enfin la cadence elle est vraiment dictée par les machines, tout ça, enfin c'est peut-être un peu moins vivant, on va dire, que l'agroalimentaire. Et c'est vrai que les TRS en agroalimentaire, ils sont pas géniaux si tu les compares à ce qu'on apprend à l'école Toyota, quoi. T'as envie de dire, mais il y a un moment, moi je fais pas des voitures. Enfin, faut peut-être qu'on mais après pas géniaux, moi, tu vois, c'est ça le problème en fait, c'est que le calcul du TRS, c'est pas une finalité en fait, c'est le début. Calcul TRS, c'est le début, parce que en fait, j'ai envie de dire, une usine qui a un TRS à 20%, mais c'est génial. T'imagines, elle peut gagner, c'est-à-dire dans théorie, avec le même nombre de personnes, parce que c'est ça aussi l'avantage de l'amélioration continue, quasiment avec le même nombre de personnes, en faisant de l'optimisation, en s'améliorant, peut-être en achetant une nouvelle machine, etc. Elle a la capacité de produire 5 fois plus. T'imagines, c'est énorme. Ah oui, non, mais c'est énorme. Mais c'est surtout que, en fait, peu importe comment tu calcules ton TRS, pour moi,
il faut regarder d'où t'es parti et où tu vas et comment tu progresses, à quelle vitesse, etc. En fait, quand je te disais, est-ce que tu as déjà vu 2 usines qui utilisent le même calcul de TRS, c'est parce que moi, du coup, même si ça fait que 3 ans que je suis sortie d'école, au final, j'ai fait 3 boîtes différentes. Et effectivement, oui, bon, écoute, c'est comme ça, mais effectivement. Mais c'est bien, ça c'est bien ça. Finalement, ça m'a permis de voir pas mal de choses. Et effectivement, tout le monde parle de TRS, donc c'est, comme dit, c'est super intéressant parce que ça te permet d'avoir une visibilité sur ta productivité. Donc c'est quand même super important quand tu es dans une usine et que tu produis. Mais c'est vrai que personne ne le calcule de la même façon. Mais après, c'est pas grave. Faut juste pas, au pire, faut pas l'appeler TRS. Tu l'appelles productivité, taux de productivité, comme tu veux. Mais le tout, c'est de regarder d'où tu pars, où est-ce que tu veux aller et comment tu vas y aller et à quelle vitesse aussi. Ouais, en fait, c'est ça, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je fais juste une parenthèse. J'ai lâché un petit rire. Pas parce que c'est pas bien, mais au contraire, je trouve ça génial que t'aies bossé dans 3 usines. T'as quel âge là? Là, j'ai 25 ans. 25 ans. T'as 25 ans. T'as déjà vu 3 usines différentes. Je connais des mecs de plus de 40 ans. Ils ont connu que leur usine. Ouais. Et t'as déjà, à 25 ans, t'as plus de richesse que des mecs qui ont passé 20 ans dans la même boîte parce qu'au moins, t'avais des choses différentes. Mais ça, on pourra en parler après si tu veux. Ouais, pour finir sur le TRS, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, on s'en fout de la méthode de calcul. Si vous voulez calculer votre usine en ouverture totale, pas totale, enlever dans tous les cas, ce qui compte, c'est que la méthode de calcul ne change pas entre la première fois que vous le calculez et la deuxième fois que vous le calculez, une fois que vous avez fait des améliorations. Parce que tout ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'on arrive à s'améliorer. Le CRS, en fait, si tu le calcules qu'une fois, ça sert à rien. Il faut le calculer 2 fois au minimum, quoi. Au minimum, ouais. faut voir l'évolution en soi. Parce que dire j'ai un TRS de 30%, de 40%, même de 90%, oui. Mais t'étais où hier? Tu seras où demain? Qu'est-ce que tu veux faire avec ces chiffres, en fait? Si on parle d'écart en continuant sur les écarts avec ce qu'on apprend à l'école, est-ce que tu as un autre exemple j'aime bien ces réalisations où à l'école on te dit vous allez voir, il va se passer comme ça, et puis t'arrives dans l'entreprise, tu fais mais ils m'ont menti. C'est un peu l'histoire du TRS. Moi j'ai envie de te dire, j'avais vraiment une prof. Franchement, j'ai l'impression qu'on a fait 1 an sur le TRS. Pour te dire, c'est beaucoup 1 an quand même. Hein. Ah ouais, t'es passionné. Pour ce qu'on vient de se dire en disant que il faut réadapter à chaque usine quand même dans la vraie vie. Et en fait, c'était vraiment non mais là t'as pas compris, ton temps utile c'est pas ça, parce que tu sais on te donnait des cas, des études de cas écrits sur un papier. Je me souviens, moi j'avais une belle étude de cas Michel et Augustin là, qui en plus est un peu fausse parce que Michel et Augustin ils produisent pas eux-mêmes, donc ils font produire dans d'autres usines. Donc je sais même pas pourquoi elle avait pris ce cas-là, donc tu vois, pour dire la crédibilité du truc quand même. Et au final, elle était là. Si t'avais pas bien écrit, qu'est-ce que c'était ton temps utile, ton temps d'ouverture, si tu t'étais trompé, si t'avais pas bien mis une demi-heure ou quoi, on te faisait croire que c'était super grave et que ça aurait des conséquences. Mais tu serais un ingénieur pas digne d'être un bon ingénieur là où t'allais bosser plus tard, quoi. Alors que sur le terrain. Alors que dans la réalité des faits, tu vois, j'ai eu une réunion encore cette semaine sur les indicateurs qu'on veut suivre cette année en opérationnel pour atteindre les objectifs qu'on se fixe au niveau groupe, quoi. Mmh. Et on a fait ce que je te dis, hein, on s'est fixé un taux de productivité qui, pour nous, est cohérent et répond à nos attentes. Et il colle pas avec ce qu'on t'explique dans un livre. Tu trouveras nulle part le même calcul qu'on va se faire nous. Mais en soi, je pense que c'est ça être ingénieur au final. C'est de bien comprendre les choses et de savoir les interpréter et de savoir les remettre en forme et de calculer ce dont tu as besoin plutôt que d'appliquer des choses où tu sais pas qui sont totalement théoriques et qui s'appliquent pas en fait concrètement à tes cas. Donc moi c'est ça que j'ai eu comme écart avec l'école quand même et la réalité, c'est que faut sortir un peu de la théorie, quoi, et vraiment aller sur le terrain et analyser ce qui s'y passe et te dire et comprendre en fait ton écosystème un peu de l'usine où tu bosses et de comprendre toutes les interactions et de réussir justement à faire de la mesure, récupérer des données qui te permettent d'analyser les choses correctement et de voir les améliorations en fait. Ouais, je suis bien d'accord. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter là-dessus. Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal si on commençait à faire plus ça et le terrain au final, c'est vrai que trop de théorique, c'est un peu l'idée du podcast aussi. Malheureusement, on est derrière nos micros, on n'est pas dans une usine, mais
là tout de suite, mais c'est un peu ça l'idée du podcast aussi. Moi, j'aimerais bien qu'on recentre plus le débat sur le terrain et pas sur des calculs pas à se prendre la tête, savoir si jamais c'est le temps utile ou c'est le temps machin. C'est ça. Un peu plus de bon sens paysan, quoi. Ah De oui, bonnes et pratiques. puis des actions concrètes. Tu vois, cette semaine, j'ai fait une annonce hier sur notre réseau interne où on fait nos petites communications, tout ça. En fait, on a juste fait un truc tout bête parce qu'on a commencé à faire un SMED sur un changement de format. Et SMED, s'il te plaît. un SMED, alors Single Minute Exchange of Die. Donc en fait, c'est juste réduire les temps de changement pour faire Ok. pour faire simple en français. J'aime bien parce que les mots là, ils reviennent à chaque podcast et chaque Ouais. fois il y a une nouvelle définition. On fera un melting pot de toutes les définitions après à la fin. Bah, en tout cas, c'est comme ça que moi, on m'a appris à l'utiliser et que je trouve qu'il est utile comme ça. Ah, Mais c'est pas mal. mais c'est ça aussi l'intérêt, c'est que tu vois, si les mots ils reviennent, c'est que les méthodes de base elles sont bonnes. Et c'est vrai que ces méthodes-là, elles ont fait leurs preuves. Il y a aucun souci. Mais après, il faut réussir à les adapter et à les prendre pour qu'elles te servent comme t'en as besoin et que ça s'adapte à ton usine. Tu vas pas adapter l'usine à l'outil, quoi. Donc, tu vois, là, je disais, donc le truc tout simple qu'on a fait, c'est qu'on a changé une étagère de place, en fait. Une étagère où il y avait toutes les pièces de la maintenance, elle était vraiment pas au bon endroit. Il y avait plein de déplacements avec des ports de charge, inutiles, donc et qui les contraignaient beaucoup sur un temps de changement de format qui était quand même de 4 heures, donc c'est des gros changements de format, quoi. Et voilà, hier, j'ai juste fait une communication sur, on a fait cette petite action. Mais c'est rien en soi, hein, quand il pense. C'est juste, comme on dit, du bon sens. C'est juste être allé sur le terrain et observer. Mais je pense l'important, c'est quand même de communiquer et de communiquer ces petites choses qui sont simples. Il n'y a pas que des gros chiffres, des grosses analyses de données, etc. Il y en a, et il y a des acteurs dans ton entreprise qui attendent ça aussi parce que c'est normal. Il y a ces besoins de bien analyser les choses et que concrètement on suive les choses avec des mesures concrètes et fiables. Mais après, il faut aussi ne pas oublier toutes ces petites actions qu'on fait au quotidien et qui contribuent justement à tous les objectifs au final mis bout à bout petit à petit. Et voilà. Donc moi, c'était cette petite communication, tu vois, c'est tout bête, mais finalement, j'aime bien, comme tu dis, là, on est derrière nos écrans, etc. Mais j'aimerais bien, tu vois, l'idéal, c'est à la fin de l'année pouvoir faire un petit journal avec toutes les petites coms qu'on a fait et se dire, cette année, on a fait tout ça comme petite action, quoi. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, quoi. C'est vrai que ça, c'est quand même un sujet. C'est la plus grosse partie du lean finalement, de l'amélioration continue, c'est de partager les succès et partager les victoires. Il y avait la dernière fois, c'est un épisode du coup qui va sortir juste avant le tien, je pense. Ouais. Il me parlait d'une méthode, forcément du coup j'ai oublié. Je crois que c'était les 5D. Je sais plus. Et bref, c'est une méthode et il disait que le dernier c'était la célébration, c'est-à-dire une fois c'est pour mettre en place un projet, il faut toujours célébrer et il faut communiquer. Eh ben, je suis totalement d'accord. Mais plus que communiquer, pour moi, la célébration, quand on peut le faire et qu'on est arrivé à un stade un peu mature dans le système d'amélioration continue où on fonctionne vraiment par projet, avec équipe projet, tout ça, on célèbre. Et oui, on célèbre. On fait si on peut pas sortir, aller au resto ou quoi, on fait un petit goûter, un petit truc, mais oui, on a le droit de célébrer nos victoires. Et s'il y en a qui pensent qui se disent, eux, ils ont le temps pour aller manger ou quoi, etc. Et participe à tout ça, fais partie de la démarche, sois fier de ce que tu fais et participe à améliorer ton usine et tu y auras le droit aussi. Non mais ils ont le temps pour aller manger. On mange pas dans l'usine. Ouais, non mais tu sais que c'est des phrases que j'ai déjà entendues, donc quand on t'appelle et que tu dis je suis en train de manger, qu'on te dit ah bon tu manges, bah oui, oui. Donc voilà. Mais célébrer les victoires, il faut, t'as raison. Pour moi c'est important parce que ça donne envie aussi aux gens, tu vois. Je sais pas, mais qui n'est pas motivé par faire du travail où tu sais qu'au bout tu vas avoir une petite célébration, une petite victoire que tu partages en fait, et ça crée de la cohésion. Donc, puis au final, tout le monde est content. Ça c'est un truc aussi. Moi combien de fois j'ai entendu, j'ai entendu. Le mec, c'est combien de fois des gens tu sais qui disent oui non mais les opérateurs ils s'en foutent de la productivité de l'usine. Putain, mais franchement, non. Posez-leur la question, vous allez voir, tout le monde est content quand les opérations elles marchent mieux, quand on arrive à s'améliorer, etc. Et puis surtout, tout le monde est content quand tu célèbres et quand tu
tu reconnais les victoires et que tu dis, ben voilà, on a fait ça, ça marche bien, etc. Ouais, et ne serait-ce que d'avoir du sens sur ce que tu fais au quotidien. Parce que, oui, moi, j'ai travaillé dans la formation continue, mais j'ai eu aussi une petite expérience de chef d'équipe sur le terrain. Une petite, mais qui m'a appris pas mal de choses. Et tu retournes sur le terrain ou pas en tant que chef d'équipe ou prod, souvent, ou pas? alors, si, au début de mon passage là dans la boîte où je suis actuellement, on n'avait pas en fait de chef d'équipe dans une zone. Enfin, on était en recrutement et on en avait pas. Et comme il y a une nouvelle ligne qui était arrivée dans cette zone et que j'avais suivi de la mise en place, tout ça, en fait, j'ai un peu fait suppléer un chef d'équipe, on va dire, en attendant qu'on recrute. Cool. Mais après, j'ai envie de te dire que le terrain, j'y vais tous les jours. Donc, sauf quand je suis en télétravail, cool. C'est vrai. Mais après, les jours où je suis là, c'est terrain et c'est primordial. Et en fait, ouais. Enfin, et puis les gens, on a besoin de leur communiquer. Enfin, il faut qu'ils comprennent aussi qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Et si tu vas pas les voir pour leur dire, bah concrètement, je vois pas à quoi ça sert. C'est clair. Et au niveau de la communication, c'est quoi comment tu fais ça concrètement? Tu dis je communique dans l'usine, mais ça ressemble à quoi? T'envoies un mail, tu t'imprimes une feuille que tu colles sur un endroit, tu prends les gens en réunion, tu fais comment? Alors concrètement aujourd'hui, parce que là dans la boîte où je suis actuellement, je suis arrivée moi pour le déploiement du système d'amélioration continue. J'ai la chance de travailler dans une boîte qui met des moyens pour s'améliorer énormément, pour améliorer ses outils. En fait, énormément, on est sur un grand pas de changement industriel, on va dire. Et donc, on a pas mal de travaux, tout ça à suivre. Donc, on avait des priorités. On a aussi la mise en place d'un ERP, donc pas mal de paramétrage, tout ça. Donc, la mise en place d'un ERP, que des bons moments. Ça prend du temps. Mais ce que je veux dire, c'est que et c'est la priorité. Enfin, faut aussi se dire ça parce que j'aime bien les gens qui disent j'ai pas le temps, mais non, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que c'est pas ta priorité. C'est pas pareil. Ah, alors ça, amen. Voilà, tu te lances sur un autre sujet, mais on est complètement d'accord. Mais donc voilà, pour dire en fait au niveau de la communication, donc comme on est sur le début de l'amélioration continue dans cette usine où c'est nouveau pour eux, c'est cool parce que du coup on part de zéro et on crée la chose comme on veut. Mais là, pour te dire, c'est que j'ai un de mes objectifs, c'est pour le mois de mai d'avoir établi bien mon plan de communication à tous les niveaux et savoir comment je communique avec qui, comment. Enfin, je communique aujourd'hui. Il y a pas de souci. Comme je t'ai dit, là, on a un réseau interne qui nous permet. On a des écrans en fait partout. Tout le monde peut avoir accès. Tout le monde peut avoir accès sur son téléphone, sur son ordi, tout ça. Et on communique là-dessus, nos victoires, nos flashs aussi, les flashs accidents, les flashs qualité, enfin tout ce qu'on veut communiquer, on a ce moyen qui est assez cool et qui marche bien pour communiquer. Donc je communique là-dessus, et je communique aussi en allant sur le terrain. Enfin moi je vais voir les gens, je leur demande si ça va, ils me parlent de leurs soucis, de ce qu'ils aimeraient améliorer aussi. Donc il y a tous les petits irritants du quotidien, tout ça. Donc souvent ça va passer par du direct ou alors je passe sinon pour avoir un retour ou pour dire que la chose elle a été faite, si j'ai pas forcément le temps d'aller les voir, je demande au chef d'équipe de faire un retour, tout ça. Mais c'est vrai que mon plan de communication il n'est pas encore totalement établi comme j'aimerais, c'est en cours. Mais je veux bien l'adapter en fait, tu vois, en définissant bien les différentes personnes à qui je dois m'adresser parce que du coup là où je suis, moi je suis sur le siège du groupe pour lequel je travaille et donc on a vraiment tous les interlocuteurs. Et l'amélioration continue, ça concerne tout le monde. Donc, je vais avoir des groupes, des personnes à qui je dois m'adresser totalement différentes. Il y en a qui vont être, bon après ça c'est dans la théorie de la façon dont on construit des plans de communication, mais après tu définis suivant si tu vas avoir des alliés, des opposants entre guillemets, pour savoir comment tu vas t'adresser à eux aussi, comment tu vas pouvoir les rallier. Bah non, mais il y a un moment, c'est tu pars un peu loin, là. Moi, je te disais déjà de nous donner des petites méthodes simples. Attends, moi, je reprends parce que là, tu commences à partir. Non, mais c'est bien, je suis d'accord avec toi. Il faut, des projets, la communication, c'est un vaste sujet. Mais déjà, tu dis, tu vas sur le terrain. Oui, voilà. Tu vas sur le terrain. Ça représente combien d'heures, ça? Le ratio, c'est quoi? Par jour, par semaine? Moi, je peux te dire par jour. Par jour, je dois être bien 2 heures sur le terrain. Par jour. C'est pas mal ça, c'est pas mal parce que par jour. Enfin, quand je dis ça, c'est au minimum en soi. Après, oui, je vais pas te cacher qu'il y a des journées où là, on est dans le paramétrage de l'ERP, t'es en rendez-vous toute la journée avec le fournisseur. Non mais normal. Bon, c'est comme ça. Mais en gros, en moyenne sur l'année, j'essaye de faire ça, c'est d'y aller et puis déjà de voir tout le monde, de dire bonjour à tout le monde, de demander à tout le monde comment ils vont, parce que c'est important.
bah, comme tu as commencé ton podcast en demandant comment ça va, bah oui, comment ça va, c'est important de le savoir. Ben oui, c'est des êtres humains. Hein. Et oui, et donc, ouais, non, tous les jours, je fais le petit tour. Donc tu vas sur le terrain, tu fais un tour, tu dis bonjour à tout le monde. En plus de ça, donc tu fais des communications sur les écrans connectés, Ouais. où tu présentes rapidement, de manière succincte, ce qui a été fait. Et puis après, du coup, là, t'es en train d'aller dans un autre niveau. Alors, je le recommande à tout le monde. Ça, c'est extraordinaire. Tu es en train de te dire, OK, ce que je fais, si jamais je veux que ça ait vraiment un impact, il faut que les gens soient au courant, mais les équipes entre elles aussi, parce que c'est pas, c'est pas genre se mettre en valeur pour se mettre en valeur. On s'en fout de ça. C'est justement, il faut que si j'ai une équipe qui réussit, qui a mis en place quelque chose, il faut que les autres soient au courant pour valoriser cette équipe auprès des autres, mais pour aussi dynamiser les autres en mode ah ouais, eux ils arrivent à faire ça, peut-être ça va nous donner des idées, ça va nous donner envie. Et il faut que je me rende compte aussi, et ça c'est bien vu le terme les opposants, mais forcément il y a des moments donnés ça va générer des conflits et ça va, il y a des gens qui vont mal le prendre, etc. Moi je pense que c'est important. J'imagine que tu le prends dans ton plan de communication. Ces gens-là, il faut aller les voir, quoi. En fait, les gens pas contents, il faut leur parler. Moi, mes préférés, c'est ceux qu'on appelle, dans la théorie, les grognons. C'est ceux qui sont. Non, mais c'est le vrai terme quand tu prends les cours entre guillemets de ça, les formations. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot. J'aime bien. Ah ouais, oui, bah c'est un mot qui existe. Mais en fait, c'est ceux, tu vois, qui les petits râleurs que tu vas voir, ils vont dire mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Mais et qui sont un peu aussi, tu sais, un peu blasés parce qu'ils ont déjà proposé des choses, mais ça a pas avancé. Et on les écoute pas. Ils n'ont pas eu de retour. En fait, des fois, les choses, elles sont quand même écoutées. Tu vois, elles sont remontées et c'est du travail qui doit se faire peut-être un peu plus haut, mais on leur fait pas de retour. Donc forcément, bah t'es humain. Si t'as pas de retour, toi tu te dis ouais bah c'est tombé c'est passé à la trappe et personne s'en occupe. Donc moi je les aime bien ceux-là parce qu'en fait j'aime bien travailler avec eux parce que tu vois c'est le petit challenge de te dire non moi je vais te prouver que on peut mettre des trucs en place, on t'écoute et t'auras un retour. Tu vois moi je te garantis que je t'amènerai un retour et que j'écoute ce que tu me dis et que ce que tu dis ça a du sens parce que toi tu utilises l'outil tous les jours, t'es là tous les jours. Et si t'en es à te dire bah ça marche pas, ça me dérange, etc. Ça veut dire que t'as encore un regard critique sur ton travail et que t'es prêt à t'améliorer, tu vois. Et donc tu peux ces gens-là, tu peux les rallier à ta cause et c'est une force, je pense. Parce qu'après t'as les gens, tu vas voir des gens, c'est des opposants mais ils sont déjà blasés mais trop, tu vois, ils diront plus rien. Et là bon bah ceux-là c'est pas ceux avec qui il faut passer le plus de temps, mais ils finiront par se rallier un peu plus tard en voyant que les autres s'y mettent aussi. Mais moi j'aime bien les grognons. Les grognons, c'est ceux qui ont envie que ça bouge, qui proposent des choses, mais que malheureusement, peut-être on les a pas écoutés, ou alors en pire, c'est-à-dire on les a écoutés. Mais on leur a même pas rendu le travail. Mais on leur a même pas dit qu'on avait fait, quoi. Putain, c'est dommage. Bah ouais. Ah, mais des fois tu passes juste, c'est rien, ça paraît rien quand t'es comme ça parce que bah oui, quand t'es un responsable de prod, un directeur d'usine, etc., t'as ton quotidien, t'es dans le rush, etc. Et ça je le comprends tout à fait, y a pas de souci. Et c'est aussi un peu l'intérêt des postes d'amélioration continue. On est là pour soulager et faciliter les choses. Mais tu vois, tu te dis, si j'avais juste fait un retour à la personne ou mis en valeur son idée, tu vois, en faisant une communication, en disant, bah tiens, cette idée, elle est venue d'un conducteur de ligne, d'un machin, et super, ça nous a permis de gagner tant de rendement ou quoi. Bah la personne, tu vois, elle est fière d'elle et après elle se dit, oh, ça c'est moi qui l'ai fait, et on le reconnaît. Alors que bon, si tu oublies de le lui dire et même si tu le penses, bah tu passes à côté de quelque chose. Et c'est dommage. Ouais. La personne, si t'as pu t'intéresser à ce qu'elle a dit et que tu l'as mis en place, etc., ça veut dire que ce qu'elle pense, les choses qu'elle propose, elles sont intéressantes finalement. Donc c'est que la personne, elle réfléchit bien et dans le bon sens. Pas mal de choses que tu fais bien. Moi, j'aimerais bien qu'on passe aux choses que tu as fait mal. Aux erreurs. Ouais. Aux choses que t'as apprises et où tu t'es dit les choses du lean, tu sais, parce qu'en fait j'adore qu'on parle des erreurs parce que ça permet à tous ceux qui en font, c'est-à-dire tout le monde, de se sentir moins seul et deux, ça aide des fois à comprendre des erreurs qu'on a fait mais on n'avait pas compris ce qu'on avait mal fait. Ouais. Bah une des grosses erreurs et qui va découler un petit peu de ce que je t'ai dit, c'est des fois, justement, d'aller voir les gens et de s'engager à faire quelque chose dans un temps qui te paraissait réalisable. Et puis au final, t'as d'autres priorités qui arrivent d'ailleurs, mais cette personne-là le sait pas forcément.
Donc tu essaies d'un peu tout prioriser, et au final t'arrives pas à respecter en fait les délais que t'as donnés et à réaliser ce que t'avais un peu promis à quelqu'un, on va dire, qui en attendait beaucoup parce que qui était peut-être sceptique en fait par rapport à ton poste, parce que ça m'est arrivé dans les différentes expériences que j'ai faites en amélioration continue. Quand c'est nouveau, les gens ils sont sceptiques, tu vois, ils se disent mais ok, on a embauché ces gens-là, mais ils font quoi en fait? Donc bah, ça, c'est l'erreur que j'essaie de plus faire, c'est de vraiment, si je m'engage sur un délai, je suis sûre à 100% aujourd'hui. Parce que, enfin, surtout auprès de personnes où justement elles sont sceptiques ou quoi. Après, bon, quand c'est avec ma responsable ou quoi, des fois, je vais mettre un délai. Si je lui dis, écoute, finalement, il y a ça qui est tombé entre temps, je vais devoir décaler un peu. Elle va pas réagir de la même façon que quelqu'un qui t'attend un peu au tournant. Donc il y a ça, il va y avoir quoi d'autre? Il y aura. J'ai un tips pour les délais si tu veux. Ouais. En fait, on m'a dit un jour, quand dans ta tête, quand on te demande de faire un truc et que dans ta tête tu dis ok, ça je peux le faire là, donc je peux avoir fini là, il faut que tu dises 4 fois plus de temps. et en vrai ça marche à chaque fois. Et on m'a dit parce que déjà tu te surestimes trop. tu te dis, parce qu'en fait, dans ta tête, t'as fait le scénario où il va y avoir aucun souci. Tu sais, genre, tout va aller sur des roulettes, t'auras aucun problème, tout va bien se passer. Ouais, alors oui, dans ce cas-là, il faut 1 jour. Sauf qu'en vrai, déjà, tu vas avoir des problèmes que t'avais pas anticipé, tu vas avoir d'autres trucs à faire entre temps. Et puis en plus, donc tu pourrais dire, ouais, mais x2, ça suffit. Et en fait, x4, pourquoi? Parce que du coup, bah, si tu finis plus tôt, déjà, c'est cool pour tout le monde. Et en plus, si jamais t'as vraiment une grosse galère et que t'as vraiment genre un truc énorme, bah du coup, tu peux quand même tenir tes délais et tu mets personne, tu vois, genre dans la merde ou en déceptif. Et surtout, il va te rester du temps derrière pour faire ce qu'on appelle, tu sais, pour pérenniser, pour standardiser en fait le truc. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, c'est vrai. Et puis en plus, t'as toutes les chances de rendre la personne encore plus heureuse parce que tu peux être en avance. Ah mais c'est ça. Et ça, c'est bon conseil, merci. Ça marche à 100%. Et du coup, maintenant, par contre, je me rends compte d'un truc assez flippant, c'est que en vrai, on se surestime beaucoup trop parce que je fais généralement grand max, tu fais x2, x3, mais t'arrives jamais à faire en une fois. Bah oui, non, mais après, des fois, on est un peu optimiste aussi, tu vois, on se dit, ça, je peux le faire et tout, mais non, des fois, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Enfin, faut être réaliste. Ok, première erreur, du coup, je t'ai coupé, mais tu disais première erreur, c'est tenir les délais ou en tout cas faire attention si on va pas les tenir à mettre les gens au courant de pourquoi on va pas les tenir, parce que c'est important de respecter sa parole. Oui, je pense que deuxième erreur, c'est une erreur qu'on a tous fait ou qu'on fait encore tous malheureusement et qu'on essaye d'éviter de faire, je pense. Mais c'est un peu comme tu disais avec l'idée de pérenniser. C'est dès que des choses sont mises en place, de pas les lâcher, enfin de continuer derrière et de s'assurer que c'est périn et d'y refaire un petit tour de temps en temps, faire un petit audit de contrôle. Enfin, j'aime pas le mot audit, mais faire un petit tour et s'assurer que ça tient encore, que ce qui a été mis en place, ça correspond toujours aux attentes. Est-ce qu'il faut encore le modifier pour encore mieux s'améliorer? Enfin, tu vois, est-ce que ça tient? Est-ce que c'est toujours utilisé? Ou alors est-ce que ça a été totalement abandonné en plus et ça tu le savais peut-être pas parce que t'es pas allé vérifier et là en fait ton travail il a servi à rien en plus. Et ça c'est déjà arrivé, hein, ça m'est arrivé. Faut se l'avouer, hein. Mais après c'est pas grave, on rebondit et on le fait, on essaie de plus le faire. Et maintenant il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est tu sais un peu avec l'idée des délais aussi, c'est de toute façon quand tu vas mettre quelque chose en place, il est très probable que pas que tu te trompes, mais que la solution que tu vas proposer en premier, c'est pas la solution optimale. Même si tu l'as fait en consultant les personnes avec qui bossent avec, etc. Mais souvent, du premier coup, on n'y arrive pas, enfin, on arrive à améliorer, mais c'est pas le mieux. Et puis, on peut avoir oublié un petit détail, tout ça, et se dire, ah mince, en fait, on avait oublié ce petit point et ça va pas. Mais t'as raison. Et tu sais, c'est fou. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec toi. Je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent sont d'accord avec toi. Mais à chaque fois, on est persuadé que cette fois-ci, on va trouver juste du bon coup. Et maintenant, ce que j'aime bien, c'est que je me dis, en fait, c'est des fois, au lieu de se dire, non, mais ça, on va essayer on va revenir dessus, mais un peu plus tard ou quoi. Et maintenant, je me dis, il y a un truc que j'aime bien, c'est de se dire, il vaut mieux se tromper rapidement, entre guillemets, faire les choses, y aller à fond, proposer, faire des choses, commencer à les mettre en place et tout avec les personnes. Et si on se plante, vaut mieux se planter rapidement et plusieurs fois et, en fait, t'as tout à gagner à te réajuster au plus vite, finalement, que si tu prends plus de temps pour faire les choses
mais au final, tu vas quand même te planter parce que comme on dit, on oublie toujours des choses, mais tu auras pris plus de temps et pour te réajuster, au final, tu prends plus de temps, tu vois. Donc, il y a un moment, je me dis, faut oser, faut y aller, faut tenter des choses parce que de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est en collaboration avec les personnes du terrain qui utilisent les machines ou les outils ou que sais-je, enfin, ou les méthodes. Et je veux dire, on l'a fait avec eux, donc on leur explique qu'on peut se tromper, etc. Et c'est pas grave, on réajuste et on refait, on fait une mise à jour. Et puis de toute façon, ça c'est clair, hein. Fait, c'est toujours mieux que parfait, hein, parce que parfait, souvent c'est pas fait. C'est ça. Mais donc voilà, ce serait un peu les erreurs que j'aurais à retenir. On est déjà... Putain, ça file vite. Est-ce que t'as un conseil à donner à des jeunes, du coup, qui sont en études, qui sont en train d'apprendre l'amélioration continue à l'école? Je suis sûr que tu vas leur... on va le partager là à tes profs, à tes anciens de promo. Je sais pas s'ils vont être contents d'entendre que finalement j'étais peut-être pas la plus assidue, mais bon, c'est pas grave. Au final, on voit que finalement ça peut très bien donner derrière et que c'est tout, hein, c'est l'essentiel. Quelqu'un qui est en études, tu donnerais quoi comme conseil, qui fait de l'amélioration continue? C'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Après, je connais pas les profs qu'il a. Il peut très bien avoir des super intervenants, tout ça. Je dis pas, il y a pas ça. Mais je parle pas de la qualité des intervenants. Moi, je dis genre. Mais d'avoir la curiosité de se renseigner par soi-même. Tu vois, comme là, ce qu'on fait, enfin, en écoutant des podcasts. Moi, je t'ai dit, je fais beaucoup de routes, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis des livres aussi. Enfin, en fait, d'aller se renseigner un peu par soi-même, parce que malheureusement, l'usine, comme je te dis, à l'école, on sait pas trop ce que c'est. Tu vois, on avait beau, moi, dans mon école, et on avait la chance d'avoir ça, on avait une micro-usine, en fait. Enfin, on avait toutes les machines, etc., en petite taille. On avait un hall de technologie où on pouvait avoir un peu tous les process de l'industrie agroalimentaire. Donc, on pouvait simuler une usine, tu vois. Et malheureusement, tiens, ça, ce serait pour mes profs. Je trouve que c'est dommage qu'on n'aille pas faire de la pratique d'amélioration continue sur le terrain comme ça. Bon, ça, ce serait pour mes profs s'ils m'écoutent. On peut peut-être organiser un truc ensemble un jour. Mais non, pour les étudiants, moi, je dirais qu'il faudrait... on a un outil qui est pas mal aujourd'hui, c'est YouTube. Hein. Il y a plein de reportages sur des usines, des mises en situation, tout ça. Mais juste, en fait, de se rendre compte qu'est-ce que c'est une usine. Parce qu'il y a trop d'étudiants et c'est pas de leur faute. Et moi, j'en faisais partie. On arrive en usine, mais on sait pas ce que c'est. Enfin, on sait pas comment fonctionne une usine dans la vraie vie. C'est pas mal le coup de faire, je trouve. Il y a rien de mieux, tu vois, que d'avoir essayé d'améliorer son propre process pour se rendre compte de la complexité et je pense Mais tu vois, tous les enjeux qu'il peut y avoir. Peut-être qu'ils devraient utiliser le hall de technologie parce qu'on l'utilisait pour utiliser les machines. Hein, donc on faisait du jus de pomme, du pain, des yaourts, de la purée. On faisait les produits. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on l'utilise pour mettre en pratique comment ça se passe une usine. Tu vois, une équipe de prod avec un conducteur de ligne, des opérateurs. Enfin, voir un peu le management de proximité, comment ça se passe. Enfin, je sais pas. Ça, c'est peut-être un truc que je pourrais leur proposer. Mais... Tu vas leur faire des DP pratiques. Mais tu viens moi, j'aimerais bien. Une semaine d'usine à l'école et puis après, au bout d'une semaine, on analyse et on essaye d'améliorer les rendements. Je leur amène même mes opérateurs s'ils veulent. Je leur amène mes petits grognons, tout ça. Et en vrai, ça serait stylé. Ce serait encore mieux. Hein. En vrai, ce serait cool. Mais bon, après, c'est peut-être un peu utopique, mais c'est peut-être réalisable. Et intéressant, je pense. En vrai, ça serait génial. Mais même pour les gens qui font pas de l'amélioration continue, tu vois, les gens qui sont en prod, qui vont être, même si pour moi on fait tous de l'amélioration continue, mais je veux dire tous ceux qui vont être, je sais pas, des managers de proximité ou alors responsables de prod ou après directeur d'usine, tout ça. Mais peut-être que tu vois, ça peut intéresser tout le monde et de voir comment ça se passe, comment tout se goupille un petit peu dans une usine. Parce que c'est vrai que les usines, c'est un peu un milieu fermé. Enfin, on va pas se mentir. Un peu. Hein. Je dis ça parce que c'est vrai qu'à l'école, on a quand même la chance. Nous, mais c'est trop tôt. C'est en première année. En troisième année. C'est juste après que t'es intégré après les concours. Mais on te fait visiter des usines. Et ça, c'est top, hein, parce que moi, j'en garde un très bon souvenir. J'avais visité une laiterie. C'était super et tout.
Mais en fait, ils devraient le proposer un peu sur la fin du cursus aussi. Tu sais, quand t'es un peu plus mature, que t'as vu justement des choses et tu sais quoi regarder. Parce que tu vas visiter au début, tu découvres à peine l'agroalimentaire, le milieu d'usine. T'y vas en tant que tu visites quoi. Tu te dis c'est cool, ça sent bon. Il y a des gâteaux, il y a des machins. Mais tu te poses pas forcément toutes les questions que tu te poses après avoir eu 3 ans de formation. Donc voilà. Le terrain, toujours le terrain. Mais en vrai, c'est ça, hein, le terrain, c'est ce qui prime. Et quand bien même, je pense que tous ceux qui font, tous les ingénieurs, moi je pense aux étudiants là, qui partent en R&D, en marketing, mais je sais pas, des choses qui paraissent un peu plus éloignées du terrain, mais allez quand même sur le terrain, parce que c'est là que vous apprenez les choses, vous voyez comment ça fonctionne, voir si ce que vous avez proposé c'est faisable. Déjà, vous serez plus crédible aussi, parce que quand on propose des choses et qu'on est là, on les regarde avec des grands yeux en disant mais vous êtes déjà venu dans l'usine ? Ouais, il y a 5 ans, ouais. Mais non, mais vous êtes au courant que cette machine on l'a plus, ça fonctionne plus comme ça. Donc allez sur le terrain, et le terrain il vous le rend bien, parce qu'en plus dès que vous avez après des services à demander aux personnes, forcément elles sont vachement plus enclins à vous rendre service et elles ont envie de travailler avec vous. Alors que si vous allez jamais les voir, que vous les considérez pas, tout ça, ça se passe pas bien forcément, quoi. Et oui, c'est pas la réalité, elle est sur le terrain, elle est pas dans les formules derrière un écran. Même si vous avez, en plus c'est ça le pire maintenant, tu sais, on a des ça va t'arriver avec ton ERP, tu vas voir, avec tous les systèmes MES, il faut sortir le nez de l'écran, il faut aller voir ce qui se passe en vrai, quoi. Oh oui. On arrive sur la fin. Il me reste 3 questions. Ouais. Je pose toujours les mêmes à la fin. La première des 3 questions ou la troisième des 3 questions. Est-ce que tu as un coup de gueule pour l'industrie en France ? Oui. Toute la France t'écoute. Ouais, un coup de gueule qui a fait que moi je suis assez simple. Hein. Quand ça va pas, je m'en vais. Hein. Donc c'est pour ça. Non, mais c'est ce que je dis aussi un peu à certaines personnes du terrain, c'est que j'entends qu'ils disent toujours que c'est mieux ailleurs, qu'ici il y a rien qui va, etc. Donc comme dit, en ayant fait 3 entreprises en 3 ans, au final, c'est partout pareil déjà. Mais surtout, si ça va pas, va ailleurs. Mais vraiment, en fait, ne le dis pas, fais-le. Et donc le coup de gueule que j'ai, c'est dans la boîte où j'ai été chef d'équipe. J'ai eu un responsable de production qui m'a reproché d'avoir mis des choses en place pour mon équipe. Parce que du coup, j'avais fait passer tous les entretiens individuels, tout ça. Et moi, j'avais à cœur de faire les choses bien pour mon équipe. Je voulais leur donner du sens. J'étais dans le côté lean. Donc, moi, je voulais qu'on avance ensemble et que ça avance vraiment bien. Donc, je leur avais mis en place des objectifs smart, du coup, qui étaient mesurables, atteignables, comme il fallait, et je leur avais dit on suivra chaque soir quand vous montrez les trucs, pour voir si vous avez fait une bonne journée ou pas. Donner du sens à leur boulot. J'avais proposé à l'équipe d'équipe aussi de lui fournir ce qu'il fallait, qu'on le fasse ensemble, que je l'accompagne là-dessus. Il voulait pas trop, voilà. Et en fait, je me suis fait reprendre par mon responsable le jour où j'ai mis ça en place. Donc toute mon équipe était très contente. Eux, ils venaient me voir le soir, ils me disaient alors on est comment là-dessus, le truc génial, le moteur et tout, c'est extraordinaire, ça. C'est ce que tu veux. Le truc dont tu rêves quand t'es sur le terrain, franchement. Et lui, il m'a dit non, mais Laura, en fait, là, ça va pas du tout. Qu'est-ce que t'as fait ? Je lui dis pardon. Je lui dis j'essaie de donner du sens au métier des personnes, quoi. Et là, il m'a dit non, il y a l'autre équipe, du coup, ils se demandent pourquoi eux, ils ont pas ça. Non, stop, faut tout arrêter là. T'enlèves tout et c'est fini. Faut pas. C'est quoi ? En gros, clairement, il m'avait dit c'est quoi ces conneries, quoi. J'étais là, mais c'est pas moi le problème, en fait. Et donc, le coup de gueule que j'aurais à passer, c'est que donc moi, je suis partie de cette entreprise pour un poste qui me convient bien mieux et je suis très contente d'avoir fait ce choix. Mais j'ai alerté en fait la direction de cette usine en leur expliquant pourquoi je partais et que ça en faisait partie et que il faut qu'ils fassent attention en fait à leur manager, et en plus ça c'est quand même un responsable de prod, donc il fait partie du comité de direction, tout ça, qu'ils fassent attention. Et en fait, le coup de gueule que j'ai, c'est que aujourd'hui, ça fait 1 an et demi et rien n'a changé. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il est toujours là et voilà. Et les chefs d'équipe défilent. Ils arrivent, ils repartent. Mais il y a un moment, il faut prendre le problème peut-être à la source. Cette personne, elle est peut-être juste pas au bon endroit. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, etc. Mais c'est juste qu'elle est peut-être pas au bon endroit et qu'elle empêche d'avancer. Et c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est simple, etc. Mais c'est juste que tu vois,
moi, j'aurais très bien pu partir sans rien dire et voilà, enfin dire juste je m'en vais parce que je voulais un poste de responsable d'amélioration continue, j'en ai trouvé un et que j'étais très contente. Mais je me suis dit, bah voilà, pour qu'ils puissent avancer et que bah mon départ serve à quelque chose, bah je vais leur dire les choses parce que c'était pas forcément évident à dire aussi, hein. Donc Tu m'étonnes parce que c'est pas tu sais, on dit à ce côté, moi alors déjà je te soutiens à 100%. J'adore ce coup de gueule parce que on est tous à dire oui, non mais quand ça va pas, il faut le dire. Et puis dès que quelqu'un le dit, t'as tout le monde qui fait attends, non mais il l'a dit, il faut pas. C'est quoi? Non, bas le puritanisme là, arrêtons les tabous là, les non-dits machin. Ça va pas, il faut le dire. Hein, il faut oser, il faut en parler. Quand t'as donné ta lettre de démission, c'est plus facile. Je suis d'accord. Tu vois, quand t'as une promesse d'embauche et que t'as donné ta lettre de démission, c'est plus facile de dire les choses. C'est clair. Mais après, voilà, enfin, moi je l'ai fait et ce que je regrette, c'est que tu vois, moi, j'ai le directeur le jour de mon départ qui me dit, en fait, il m'avait dit, il faut que tu ailles lui parler, etc., quoi. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais déjà, j'irai pas toute seule. J'aimerais être accompagnée, quoi. Et le dernier jour, avant que je parte, c'est le directeur qui me demande, du coup, t'es allé lui dire, etc., ce qui va pas? Et moi, je lui ai dit, non, mais clairement, non. Parce que déjà, moi, je n'ai rien à y gagner à le faire. J'ai demandé à t'accompagner, personne veut m'accompagner pour le faire. J'ai dit, maintenant, vous avez les cartes en main, c'est à vous de jouer. C'était pas à moi de faire ça. Mais voilà, il y a un moment, il faut écouter, je pense, les choses aussi et faire attention à juste mettre les bonnes personnes aux bons endroits quand on veut avancer. Parce que je suis pas partisane de dire qu'il faut se débarrasser de cette personne, etc. C'est pas du tout vrai. Mais c'est juste que peut-être que finalement, ça freine un peu les équipes. Et quand tu vois que ça défile au niveau chef d'équipe depuis 1 an et demi, faut peut-être se poser un peu des questions. C'est vrai que c'est facile. Tu vois, tu me fais réaliser quelque chose, c'est que dans ce podcast, on propose des bonnes pratiques, on essaie de montrer ce que les gens font, qui font du lean, qui marchent pas, etc. Mais je pense que un des trucs les plus anxiogènes et les plus angoissants quand tu démarres le lean et quand tu commences à en faire, et c'est peut-être pour ça des fois que tu reviens et que tu fais marche arrière, c'est que c'est de l'accompagnement de gens. Et il y a des gens avec qui ça va prendre plus de temps. Il y a des gens qui vont pas comprendre, il y a des gens qui vont trouver ça absurde. Et en fait, l'équipe que t'as, c'est l'équipe que t'as, quoi. Et des fois, t'as des cartes en main, il faut que tu joues avec ces cartes-là. Et c'est pas facile parce que il faut les entraîner, quoi. Il faut les former. Et puis il y a de la réticence, quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est vrai que c'est. Mais après, moi, j'étais peut-être un peu, tu vois, un peu dur ou quoi, mais c'est juste que je partais du principe que normalement, en fait, ton responsable, enfin moi, dans l'amélioration continue, tu dois avoir le soutien de ta direction, enfin déjà de toutes les personnes qui sont entre guillemets au-dessus de toi dans la hiérarchie. Pour moi, ça paraît évident. Et là, le fait d'être le frein, c'était mon responsable. C'était normalement, enfin, je veux dire, en général, le frein, c'est tes équipes terrain avec les personnes qui peuvent être un peu plus, qui sont pas dedans, qui sont un petit peu les opposants, comme on a dit, tout ça. Mais là, le fait que ce soit ton responsable qui vienne te dire, non, il faut pas faire ça. Il faut non attends, c'est trop bien, faut pas faire ça, on reste dans la zone où on était, c'était très bien, on continue comme ça jusqu'à ma retraite. Ouais, Je t'assure que tu n'es pas la seule à vivre ça. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont feel you, comme on dit, quoi. Mais voilà, du coup, je suis partie parce que de toute façon, je pense que ça n'aurait apporté du bon à personne, tu vois. Pour moi, il y a un moment, si une personne elle est pas bien où elle est et qu'elle le dit, il vaut mieux peut-être qu'elle parte. Et... Ça, c'est un bon coup de gueule, ça. C'est un bon conseil pour tout le monde. Ouais, si jamais vous en avez marre de là où vous êtes, si jamais il y a rien qui se passe comme vous voulez, changez. Il y en a plein des usines. Ouais, et puis il y a même autre chose que les usines. Enfin, je veux dire, il y a un moment, si t'es pas bien dans ce que tu fais autre chose. Et t'y arriveras. Enfin, je veux dire, si t'as envie, que tu t'en donnes les moyens, t'y arrives. Tu vois, c'est comme moi avec mon coup de bluff, mon premier entretien, à faire croire que je savais faire de l'amélioration continue, alors que pas vraiment. Mais non, mais c'est vrai. Ça, j'adore. C'est vrai. Et je veux dire, il y a un moment, sauf que j'étais motivée, j'avais envie de bosser là-bas, je trouvais que l'équipe a été superbe et tout. Et ça s'est super bien passé. Et ils n'ont pas vu au final. Enfin, je veux dire, ça s'est jamais ressenti. Donc, c'est que si t'as envie et que tu t'en donnes les moyens, tu peux le faire. Deuxième question. Est-ce que tu as une vidéo YouTube, tiens, elle est une chaîne YouTube à nous recommander sur le Lean. Tu m'as parlé de YouTube tout à l'heure. Est-ce que tu as une ressource internet, un truc, une vidéo, un truc, pas forcément une chaîne YouTube, ça peut être un podcast ou quoi? Alors, c'est peut-être pas forcément du Lean, parce qu'en fait, quand je parlais de YouTube, moi, c'était plus pour voir un peu comment ça se passe dans les usines, parce que j'aime bien regarder des vidéos sur les usines. Il y a, là, je pense juste comme ça, parce que c'est le côté un peu breton, tu vois, vu que je suis en Bretagne et je me suis attachée à cette Allez, vas-y. Chauvinisme, vas-y.
Et ouais, je suis devenue un peu bretonne sans le vouloir, je pense. Mais il y a un youtubeur qui s'appelle Alexandre Calvez qui a commencé en fait à faire des visites dans les usines bretonnes, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans d'autres choses. Il avait même fait une vidéo sur des peintures, tout ça. Je sais que il a 1 million d'abonnés. Ouais, normalement il est assez, je sais plus exactement, mais il est pas mal connu. Il fait pas mal de, enfin après son cœur de, enfin pas de métier, mais son cœur de contenu, c'était de tester des produits, etc. Mais c'est vrai qu'il avait lancé cette petite chaîne, enfin ce petit contenu que j'avais bien apprécié parce que ça permettait de montrer un peu les usines. Ben, c'est une playlist qui s'appelle Alexandre Calvez, je l'ai là, C-A-L-V-E-Z. Il a une playlist qui s'appelle Visite. Il a fait 6 vidéos où il visite des usines, où il montre comment on fabrique la pâte à tartiner, le mochi glacé, l'usine de Bretz, les vêtements, la farine et de la peinture. Stylée, ça. Bah moi j'aime bien et je trouve qu'en plus il le présente d'une bonne façon. Enfin tu sais, il y a pas le côté un peu engagé qu'on peut retrouver à la télé où on dénigre un peu notre industrie agroalimentaire surtout, alors qu'on a une très belle industrie agroalimentaire en France en vrai. Donc tu sais que c'est le premier secteur industriel en France, c'est l'agroalimentaire. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on aime en France déjà? On aime manger. Enfin il y a un moment on est connu pour ça. Donc si on aime manger, qu'on est connu pour faire de la bonne bouffe, tout ça, c'est qu'on sait le faire. Et nos usines, nos usines savent le faire. C'est clair. Donc voilà. Ok, Alexandre Calvez, il a 1,2 million d'abonnés. Bientôt pareil pour le déclic du Lean. Et il a fait une série de vidéos sur les visites d'usines, donc comment on fabrique les choses. Trop cool. Merci Laura, on arrive à la fin. Il va rester une dernière question. On inverse un peu les rôles. Je t'ai bombardé de questions pendant 50 minutes. Est-ce que tu as une question pour moi? Ouais. Moi, j'avais une question, c'est que du coup, toi, tu bosses pas en usine en soi. Enfin, t'as une fonction de service, on va dire. Exactement. Mais est-ce que au quotidien, t'appliques quand même des principes du Lean dans ta société? Ah non, mais... oui, c'est aussi. Alors oui, en plus, je vais te dire pourquoi. Dans le mouvement startup, il y a eu un bouquin qui est génial, s'appelle Lean Startup. Ah, je connais pas. Ok. Et en fait, la vraie histoire de ça, c'est que quand Toyota a inventé le Lean, donc ça a été une révolution au niveau de déjà pour l'industrie japonaise, puis pour l'industrie américaine. Après, ça arrivait en France dans les années 2000. Ça a vraiment été une révolution aussi pour les Américains, aussi sur la manière dont on pouvait, avec le même nombre d'employés, la même taille d'usine, produire 2, 3, 5, 6 fois plus de pièces, 20 fois moins de pièces qu'on jetait. Enfin, vraiment, ça a été énorme et c'est devenu une philosophie en fait, plus que des méthodes ou quoi. Le Lean, c'est vraiment un état d'esprit d'amélioration continue, comme on dit en français. Et ben en fait, les startups, elles ont un peu été obligées de s'inspirer de ça parce que pour exister, t'es obligé d'être ultra efficient et ultra performant. Et donc il y a un bouquin qui s'appelle le Lean Startup que beaucoup d'entrepreneurs comme moi connaissent, ont lu. Et nous, au quotidien, on passe vraiment nos journées à se demander si on fait bien les choses et s'il n'y a pas moyen de les optimiser, de les améliorer, etc. Donc moi, le Lean, ça fait partie de mon quotidien en fait. On essaye, dès qu'on fait quelque chose et que ça marche pas ou quoi, on se demande pourquoi. Et dès qu'on fait quelque chose et que ça marche, on se demande pourquoi aussi. Ouais, ça c'est important. Pourquoi ça marche? C'est ça. Bon après, on n'a pas tout le temps la réponse, on fait des erreurs. Non. Et déjà se poser la question. Ouais. Et puis sinon, on a un petit atelier pour livrer les boutons chez Déclic et et on fait du Lean sur cet atelier-là. Okay. Avec nos boutons aussi, on essaye de voir. Bon, le problème c'est que il est ultra changeant cet atelier parce que tu vois, on est au tout début. Tu vois, c'est comme si on était le process il saute tout le temps, mais c'est pas grave. On essaye quand même de se dire tiens, l'objectif c'est d'améliorer quoi. Ouais, tu capitalises sur ce qui s'est passé et tu te dis bon bah ça nous est déjà arrivé, on sait la conséquence, on évite que ça se reproduise, mais c'est pas grave. Même si ça change, tu sais, enfin en fait tu capitalises sur l'historique quoi. Exactement. Puis on voit tous les problèmes du fait que tu vois genre comme c'est un atelier que plusieurs personnes utilisent aussi.
Il y a plusieurs personnes qui font, tout le monde n'a pas les mêmes process. Enfin, dès que tu changes un truc, il faut que tout le monde soit au courant. C'est ça, c'est vraiment, c'est notre petite usine à nous, c'est tout petit. Oui, mais au final, tu vois, c'est pareil que dans une usine de 300 personnes, quoi. Enfin, c'est ça. C'est les mêmes problèmes, peu importe l'échelle, en fait. Enfin, les mêmes problèmes de fond, on va dire. Après, ce qu'il y a dedans concrètement, non, mais il se passe à peu près les mêmes choses. Ouais. Top. Et ben, merci beaucoup Laura pour ce moment. Comme à chaque fois, c'est passé hyper vite. Ouais. Merci pour les coups de gueule et puis merci pour cette chaîne YouTube là. Ça change et c'est cool, ça rafraîchit. Très bonne idée d'aller voir des vidéos YouTube. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés encore une fois. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la publication LinkedIn ou alors à la partager aux personnes que vous aimez, que vous pensez qui ont besoin d'écouter les paroles de Laura aujourd'hui, ou même les paroles des autres épisodes. Si vous avez envie de poser des questions à Laura, normalement, on l'a taguée sur LinkedIn, donc vous pouvez lui envoyer directement des messages ou lui poser des questions en commentaire. Et si jamais vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire en message privé ou par email. Il y a toutes mes coordonnées sur ma page LinkedIn. Et voilà, je vous remercie encore à tous et à toutes et merci beaucoup Laura. Merci à tous et merci Arnaud de m'avoir invité, c'est très sympa. Avec plaisir, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas. Il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, eh bien, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declic.fr, DECLIQE. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declic.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines.